Ce qui m'a le plus choqué dans le rapport, il faut le lire, c'est que des auditeurs privés, donc des agents privés, écrivent avec les mails des hauts fonctionnaires. De l'administration. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'entretien, l'émission spéciale présidentielle de Contribuables Associés. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui afin que vous veniez présenter votre projet pour la France aux 350 000 membres de notre association. Première question, une question d'actualité, ce qu'on appelle aujourd'hui le scandale, l'affaire McKinsey. Alors, nous, à Contribuables Associés, ce qu'on constate depuis très longtemps, c'est que la fonction publique d'État française est une des plus bedonnantes de la planète. Néanmoins, l'État, surtout depuis quelques années, ne cesse d'avoir recours à des cabinets privés de type McKinsey. Un récent rapport du Sénat, une commission d'enquête sénatoriale, a qualifié ce phénomène de tentaculaire. Est-ce c'est également votre sentiment ? Oui, bien sûr, extrêmement grave. D'abord, il faut voir les sommes en jeu. Presque 1 milliard par an. 1 milliard d'euros par an. Je ne sais pas si on réalise ce que c'est. La moitié, 450 millions d'études soi-disant stratégiques, c'est-à-dire de baratin. Mais derrière ça, il y a plus grave. C'est que McKinsey, qui ne fait pas les 450 millions, mais ne paye pas d'impôts en France depuis 10 ans et a menti et fait de l'optimisation fiscale. Et le deuxième point, c'est que derrière, il y a des conflits d'intérêts monstrueux. Ce qui m'a le plus choqué dans le rapport, il faut le lire, c'est que des auditeurs privés, donc des agents privés, écrivent avec les mails des hauts fonctionnaires. De l'administration, oui. Donc il y a emprunt de la signature de l'État. Et que ces mêmes agents privés travaillent pour des entreprises. Ils sont conseils de Pfizer, par exemple, tout en faisant la stratégie du médicament. La boucle est bouclée. C'est gravissime. Mais dans une démocratie normale, le Premier ministre aurait démissionné. Mais nous, rien. Rien. Donc on peut jeter 450 millions d'euros pour la partie études stratégiques, c'est-à-dire baratin. Le reste, c'est des affaires informatiques. Bon, on peut expliquer, bon, mais là, les 450 millions, ils ont été multipliés depuis 2018 par Macron par 3,8. 3,8, je ne sais pas combien ça fait de pourcentage, énorme. 3,8. Donc Emmanuel Macron a donné à ses copains, parce qu'il faut appeler un chat, à ses copains, plus de 350 millions d'euros d'argent du contribuable. Tout à fait. Alors, ces gaspillages, parce que nous on considère cela, à Contribuables Associés, comme un gaspillage d'argent public, sont financés par quoi? Par les impôts des Français. Par les souffrances des Français. Et la souffrance des Français. Question que l'on pose à tous nos invités. Estimez-vous, monsieur le député Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle, qu'il y a trop d'impôts en France? Oui, il y a trop d'impôts, mais dire il y a trop d'impôts, c'est facile. Parce qu'il y a trop d'impôts, mais il y a trop de déficits aussi. Donc s'il y a trop d'impôts, qu'il y a trop de déficits, puisque les déficits plus les impôts, ça fait les dépenses, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de parler des dépenses. C'est le slogan de Contribuables Associés, trop de dépenses publiques, c'est trop d'impôts. Et j'ai écrit un livre, Où va le pognon, qui est sorti il y a 6 mois ou 1 an, je ne sais plus, où j'ai passé quand même du temps, pendant 1 an, à recenser, à faire ce que vous faites toute la journée d'ailleurs. Mais j'ai essayé de faire une synthèse pour dire où je trouverais 100 milliards. Alors dans ces 100 milliards, je vais être honnête, ce ne sont pas que des dépenses. Il y a des recettes perdues. Mais, allez, il y a 60 milliards de dépenses par an qu'on peut trouver en se baissant. Et c'est celles-là qui me paraissent importantes. Et ce que je veux, c'est qu'on redistribue cet argent vers ceux qui travaillent, vers les services publics pour les moderniser et vers les entreprises qui relocalisent. C'est mes 3 priorités. Récompenser le travail, favoriser la production en France, reconstruire les services publics. Si on faisait ça déjà, ce serait merveilleux. Par rapport à ces gaspillages de l'argent public, nous, à Contribuables Associés, nous sommes assez favorables à un système que vous pouvez connaître en tant que député, qui est celui du National Audit Office qui existe chez nos camarades britanniques, à savoir un réel contrôle
de la dépense publique pilotée par les parlementaires. Êtes-vous favorable à ce type de mécanisme ? Oui, j'y suis favorable, mais il faut réhabiliter le rôle du Parlement. Oui. Je vais vous donner une anecdote que je raconte dans un de mes chapitres, je ne sais plus les numéros parce que je l'ai écrit maintenant il y a un peu de temps, sur l'Union européenne. Le budget de l'Union européenne, 25 milliards, mais à la fin, déficit net pour nous de plus de 10. C'était 2 milliards, ou 1, je ne sais plus, sous Chirac et Jospin, il y a 20 ans. On est passé à plus de 10 et on va monter à 15, net. C'est-à-dire la différence entre ce qu'on verse et ce qu'on reçoit. Ça a été examiné cette année, comme chaque année, le lundi, à l'Assemblée nationale, dans un hémicycle vide. Et moi qui suis à la Commission des Affaires étrangères, ça a été voté par tous les partis. J'étais le seul à m'élever contre cet argent. Les LR l'ont voté, vous avez peut-être reçu candidate LR. Ils ont tous voté. Donc ils vous font des grands discours sur les gaspillages, mais à la fin, en 1 heure, c'est voté parce que c'est l'Europe. On n'a pas le droit de remettre en cause. Ça, demain matin, on dit, on réduit et on ne dépasse pas 2 milliards, ça n'empêchera pas l'Europe de vivre. On économise autant que le budget de l'enseignement supérieur. Non mais je ne sais pas si on réalise les sommes. On fait la réforme des retraites, entre guillemets, moi j'y suis hostile. Emmanuel Macron demande 65 ans, Zemmour demande 64, Pécresse, je ne sais pas combien. Moi, je suis absolument hostile, je veux garder 62. Pourquoi ? Parce que ça va coûter aussi cher en aide sociale. Bon. Et ça va faire des retraites de misère. Mais tout ça, c'est pour 5 milliards. Et de l'autre côté, on jette par la fenêtre 10 milliards à l'Union européenne, qui vont alimenter la Turquie, les lobbies, les subventions pour la Pologne qui prend nos entreprises. Enfin, donc il n'y a qu'à se baisser. C'est ça que je veux dire. Alors attention, je ne vous dis pas que c'est si facile, mais entre les 10 milliards, ou allez 8 si on en laisse 2, 8 milliards sur l'Europe, 5 milliards sur l'immigration, j'ai calculé 5, mais vraiment le minimum, 20 milliards sur les cartes vitales, mais facile. Ça fait 28 et 5, 33 milliards déjà, tout de suite, comme ça. Et je ne parle pas du reste. Sans réforme de structure. C'est des vaches sacrées, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Il y a un système qui existe aussi dans certains pays, qui est le fameux système de la règle d'or. C'est-à-dire, on le sait bien en France, nos déficits, en tant que parlementaire aussi, chaque année, on peut expliquer à nos amis contribuables, chaque année, le Parlement vote le budget, et à l'automne, et depuis 45 ans, tous les budgets de la France sont votés en déficit. Estimez-vous qu'il faille mettre en place une règle qui instaure la fin de ce système ? Pour le coup, j'y crois pas. Oui. Parce que je pense qu'il faut garder de la manœuvrabilité, et qu'il y a des moments où il peut y avoir un déficit. Le problème, c'est que le déficit est constant, en augmentation, délirant, et surtout pour des dépenses inutiles. Donc, je pense que la règle d'or, c'est un truc qui... Enfin, je pourrais vous dire oui, mais je pense qu'on se fait plaisir pour pas grand-chose. Moi, je serais beaucoup plus tôt pour la première proposition et qu'on passe au peigne fin toutes les dépenses, et on a entre nous tous les rapports. Hein. Parce que moi, ce qui m'a amusé dans ce livre, parce que j'ai dit, si c'est moi qui le dis, on va dire que j'invente. Alors j'ai les seuls QR codes que j'aime, c'est ceux-là. J'ai mis, vous voyez, des QR codes pour qu'il y ait les rapports parlementaires de gens de gauche et de droite. Donc tous les rapports, ils existent. Ils existent. C'est un problème de volonté politique. Mais surtout, moi je vais vous dire, j'ai le sentiment que quand on dit on fait des économies, les gens croient qu'on va faire des économies pour réduire le déficit. Ce qui serait utile, mais ce qui n'est pas populaire. Tandis que si on dit, on fait des économies, mais on vous le rend l'argent, une partie en réduction de déficit, et l'autre en amélioration du service public, ou en aide pour nos entreprises, ou en augmentation de pouvoir d'achat, qui va faire de la consommation, relancer l'activité, là, je pense qu'on intéresse les gens à l'économie. Et le tort qu'on a eu, c'est de toujours parler des économies par rapport au déficit, mais on peut faire des économies aussi pour réduire les impôts. On peut faire des économies pour avoir un meilleur service, pour relancer l'activité, pour créer de l'emploi. C'est-à-dire, moi, c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce livre. C'est parce que les gens ne réalisent pas les ordres de grandeur. Et vraiment, il y a des masses où on peut tout de suite les rattraper. Et là, je peux vous dire qu'on peut améliorer la situation très rapidement.
Question à un caractère fiscal. Alors, vous le savez, je pense, monsieur le député, Contribuables Associés demande depuis longtemps la suppression des droits de succession et de donation. On sait que 14 pays des 38 membres de l'OCDE l'ont supprimé, donc c'est faisable. Alors, nous, on estime que le patrimoine qu'il taxe a déjà été moultement taxé précédemment. Alors, quelles sont vos propositions? Alors, j'ai une proposition très simple dont on a moins parlé parce qu'on parle moins de moi. C'est le zéro droit de succession sur la résidence principale. Ça, je trouve que cette proposition est géniale. Pourquoi ? Parce qu'elle est simple et juste. Parce que j'en ai marre, moi, des choses trop compliquées. Le premier effort à faire, c'est la simplicité. Et dès qu'il y a une mesure trop compliquée, elle est mal appliquée, elle n'est pas comprise, elle est tordue. Donc moi, je trouve zéro droit de succession tout de suite sur toutes les résidences principales. C'est une bouffée d'oxygène. Alors après, on peut imaginer d'autres trucs. Les donations devraient accélérer beaucoup plus, parce que ça fait de l'argent qui circule. Je propose zéro droit de succession sur les 100 premiers hectares de terres transmissibles pour les agriculteurs, pour aider nos agriculteurs et que les jeunes s'installent. Et je propose de passer à 90% l'amendement du Treil, au lieu de 75%, pour les entreprises, c'est-à-dire quasiment permettre les transmissions d'entreprises. Donc je pense que j'allège énormément le système, voilà. Et sans avoir l'accusation de favoriser les plus riches, puisque tout le monde a une résidence principale, ceux qui sont propriétaires, 58% des Français. Donc on touche déjà 58% des Français. Et on permet, quand on a économisé toute sa vie pour sa résidence, eh bien on la transmet à ses enfants. Voilà. Autre sujet, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, hein, ça fait partie d'un long chapitre de votre ouvrage, hein, on peut le reciter à nouveau, Où va le pognon, aux éditions de l'Archipel, c'est la fraude sociale. Alors, c'est un des grands chevaux de bataille également de Contribuables Associés et des membres de Contribuables Associés. Tout à fait. Alors nous, on propose de déchoir à vie tout fraudeur condamné définitivement du droit aux aides et prestations sociales. Ah bah, très bonne idée. J'approuve à 150% et j'aurais dû le mettre. Merci. J'ai pas pensé. Ouais, c'est vrai, très bonne idée. Alors, on allait un petit peu regarder dans votre ouvrage et dans votre programme. Alors, dans votre essai, vous parlez d'un mal qui gangrène l'ensemble du système de protection sociale. Alors, on aimerait savoir quelles pourraient être vos mesures concrètes pour lutter contre ça? Alors, c'est page 36, la carte vitale biométrique. Oui. On nous a cassé les pieds avec un QR code pour aller manger une glace et pour aller prendre un train, contre toute raison, mais je le dis parce que c'est tellement insupportable. Et on n'est pas capable de contrôler les cartes vitales? Non mais attendez, c'est un cauchemar. Donc, carte vitale biométrique, c'est la première mesure. Versement du RSA en main propre par les élus locaux, les services sociaux, aux personnes tous les mois, par un chèque, évidemment, pas leur donner l'argent liquide. Mais c'est très important. Création d'un FBI de la fraude sociale. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de confier à une administration qui est favorable à la fraude la lutte contre la fraude. Je raconte dans mon ouvrage le faux témoignage quand même de la directrice de la Sécurité sociale. Au Parlement, oui, justement, oui, devant la commission de députés Hetzel. Ouais. Non mais vous vous rendez compte et puis, je regarde, et puis après, vraiment faire un effort concret sur les numéros d'immatriculation de sécurité sociale. Parce que je l'ai découvert, moi je ne le savais pas. On parle toujours de la fraude à la carte vitale, mais derrière, c'est la fraude Et là, il y a une mesure très simple. C'est à Tours, je crois, qu'il y a le système pour les étrangers, ou ceux qui ne vivent pas sur le sol français. Et Hollande a supprimé, a dit qu'on n'était plus au besoin d'amener les papiers, on peut amener des photocopies. Donc il y a plusieurs millions de faux numéros d'immatriculation de sécurité sociale. Ce qui est encore beaucoup plus grave que la carte, parce qu'une fois que vous avez un faux numéro d'immatriculation de sécurité sociale, vous pouvez tout faire. Donc, et les douanes avaient fait un contrôle inopiné là-bas, et c'est dans le rapport Hetzel, et qui montre qu'on était, j'ai le chiffre, je ne l'ai pas là, mais c'est considérable. Il y a un ratio, 15%, de faux documents qui est énorme. 15% de mémoire. Mais c'est... Alors, le seul avantage, c'est qu'on a vraiment un potentiel de succès, parce que comme rien n'est fait. Mais vous savez que c'est toujours nié. Tiens, tout à l'heure, il y avait M. Philippot qui était sur LCI, qui me soutenait, et tout de suite, tout le monde l'agressait sur le plateau, en disant « mais les chiffres de M. Dupont-Aignan ne sont pas prouvés, tatati, tatata ». Et à chaque fois que je fais une émission, on me ressort le chiffre de la direction de la sécurité sociale. Et alors, je renvoie mon... Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Page 21, IGAS, IGF, Inspection Générale des Finances. Bon, c'est pas Dupont-Aignan, 2013, 7,76 millions de fausses cartes vitales.
Sénat, Assemblée nationale 2019, 5,5 millions, 25 millions. Assemblée nationale 2020, 1,8 million. Prats 2020, 3,4 millions. Cour des comptes 2020, 2,5 millions. Bon, ce n'est pas des fous. Et, extraordinaire, direction de la sécurité sociale, 600 000. Bon, bah, tout est dit. Non, mais tout est dit sur le délabrement moral, intellectuel de notre pays. Et, je veux dire, tout est dit. Cette page 21, alors moi je me balade partout, dans tous les médias avec ça, et alors là, les visages se ferment. Immédiatement, on me regarde comme un sale mec. Et puis, j'entends toujours le même discours. Mais c'est pas prouvé. Mais il y a quelqu'un qui a dit que je suis en procès, je suis en inquisition. Voilà, je suis crucifié parce que j'ose dire ça. Mais il y en a un qui avait commencé, parce que j'ai retrouvé les déclarations de Douste Blazy, 2004, ministre de la Santé. Il s'est fait crucifier quand il a osé en parler, 2004. Ça va faire 20 ans. Donc voilà le problème de fond. Et moi je le dis à ceux qui nous regardent, alors votez qui vous voulez. Mais si vous votez Macron, vous êtes des cons. Je le dis vulgairement. Il y a un moment, ça suffit, quoi. Non mais il y a un moment, moi je le dis à la droite, aux gens qui se disent de droite et qui se laissent intoxiquer. Mais arrêtez, secouez-vous, allez voter. C'est terrible ce qui se passe. Non mais il y a un moment, désolé, je vais me faire engueuler par ma femme parce que j'ai prononcé un gros mot. Elle me dit on ne doit pas prononcer de gros mots. Elle a raison. Mais non, mais il y a un moment, ça me rend fou ce que je vois. Comment se fait-il que des gens réfléchis continuent à voter pour ceux qui les escroquent depuis 30 ans? Voilà la question. Parce que l'info, on l'a, si on veut la chercher. Vous avez tout écrit, j'ai tout écrit, Prats a tout écrit, on connaît tout. Il y a la Cour des comptes, il y a tout. Autre question, toujours, je vous fais régir toujours aux propositions de contribuables associés. Oui, c'est bien. Nous demandons le gel des embauches de fonctionnaires et le statut, la suppression du statut général de la fonction publique hors mission régalienne. Alors, quelle est votre position sur le sujet? Là, je vais être franc avec vous. On estime que ça peut être extrêmement bénéfique pour les finances de la nation. Alors, sur le gel des fonctionnaires, oui et non, parce que oui, des recrutements, mais en même temps, on peut avoir besoin de fonctionnaires dans certains points. Et puis, on devrait redéployer. Donc, moi, je me méfie des choses qui nous entravent après. Je comprends que vous le demandiez, vous êtes dans votre rôle. Maintenant, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de geler les entrées. On devrait pouvoir ne pas remplacer ou en ajouter. Parce qu'il y a des besoins à certains endroits. Sur le statut, je suis plus réticent parce que je pense qu'il faudrait déjà récupérer l'argent volé avant de s'attaquer aux fonctionnaires. Voilà. Je pense qu'il faudrait davantage, tout de suite, utiliser le statut de la fonction publique qui existe pour virer ceux qui ne travaillent pas. Excusez-moi. Et qu'il n'y a pas besoin d'enlever le statut. Il y a simplement besoin de l'appliquer. Ce qui est un peu différent. C'est intéressant. Dans ma ville, nous dire plus exactement à votre ville de hier, comment ça se passe par exemple? Dans ma ville, quand j'étais maire, on était ferme et j'ai utilisé des souplesses. Alors, moi, je pense qu'il faudrait déjà assouplir le statut. Déjà, premier point. Je vais vous donner un exemple. C'est quand même des gouvernements de droite qui ont mis en place pour les collectivités locales le statut de la fonction publique d'État. Ouais. Par exemple, on doit pouvoir avoir beaucoup plus de marge, ça c'est évident. Mais entre nous, si on le veut, il y a de la marge. Par exemple, j'ai fait une prime au mérite, j'ai fait dans ma ville que les personnes qui n'ont pas une journée d'arrêt maladie, hors maladie grave, ont un super bonus salarial. Je l'ai fait. Ils ont de la chance, ça ne fonctionne pas forcément comme ça dans le privé. Oui, mais oui, vous avez raison. Ça va de soi. Mais oui, mais attendez, et je peux vous dire que moi j'avais la moitié de ma commune, des employés communaux qui n'ont jamais pris une journée d'arrêt maladie. Donc les fonctionnaires ne sont pas tous des feignants, sont mal payés pour certains, travaillent dur. Notamment les catégories C. Oui, et puis même. Donc moi, je n'ai pas envie d'opposer les uns aux autres. Je pense qu'on a besoin des fonctionnaires pour justement faire la chasse au gaspillage. Et notamment, vous disiez donc qu'il y a des fonctionnaires peut-être un peu trop présents quelque part et il faut les basculer ou les mettre ailleurs. Alors, vous pensez à quoi? Par exemple, à nos armées, à nos infirmières? Non, je pense aux tâches administratives, notamment à l'hôpital. Je veux dire, est-ce que par exemple... Oui, les besoins. Voilà, les besoins. Les besoins d'infirmières, c'est un des premiers chiffres que vous donnez dans votre projet. Tout est chiffré. Oui.
Je suis le seul à avoir chiffré détaillé. On a fait un travail qui avait été fait en 2017, que j'ai amélioré. C'est l'avantage de se présenter à plusieurs reprises. C'est qu'on ait commencé à être bon. L'inconvénient, c'est que personne ne lit rien. Mais c'est sur Internet, donc je vous invite à y aller. C'est un cahier très précis. Ceux qui s'intéressent de contribuables associés verront. J'ai tout chiffré. Les économies, les dépenses nouvelles, on voit tout précis, c'est transparent. Et je vais vous dire, il faut recruter 40 000 soldats pour revenir à 2007. La fameuse période où on disait que l'armée était à l'os. Ouais. Donc, parce qu'ils ont baissé depuis. Hein. Donc il faut revenir, il faut recruter 40 000 soldats. Il faut recruter, à mon avis, enfin, on a marqué 30 000 policiers, gendarmes, douaniers. Donc il faut renforcer l'État régalien. Le reste, les infirmières, ce n'est pas un problème de recrutement. Il y a 180 000 infirmières qui ont quitté leur métier. C'est que simplement, elles ne veulent plus travailler dans ces conditions-là. Donc il faut arrêter la tarification à l'acte de l'hôpital, il faut remettre un budget global, il faut complètement revoir le système hospitalier. Mais pour moi, c'est surtout dans les tâches régaliennes, on a besoin de recrutement vraiment impératif. C'est l'urgence absolue. Après, c'est plus un problème de gestion du temps de travail, un problème de motivation, un problème d'absentéisme, un problème de gouvernance. Donc un rôle de l'élu est pour beaucoup et a beaucoup à faire aussi. C'est peut-être non, il faut que le politique doit aussi. Il faut que les règles soient assouplies. Et il faut que les contre-pouvoirs soient plus importants, notamment dans les communes, dans les collectivités locales. Et moi, je suis pour la suppression d'un échelon, même de 2. Qui serait lequel, le département? La région. La région. Moi, je supprime ces régions qui, pour moi, sont des gaspillages fous. Et je renforce les départements, et qui sont plus proches des gens avec un ancrage territorial. Et je réduis énormément l'intercommunalité et je renforce le couple commune département-État. Voilà. On peut faire beaucoup d'économies là-dessus. Autre aspect sur ces questions d'ordre général, en contribuable associé, vous le savez également, nous demandons la suppression réelle des régimes spéciaux et l'instauration d'un volet de retraite par répartition. Alors vous, par capitalisation. Par capitalisation, pardon, je dis répartition, excusez-moi, bien sûr, un volet de retraite par capitalisation qui existe déjà pour certains fonctionnaires d'ailleurs, ce que les Français ignorent. Alors vous êtes plutôt pour le maintien du système actuel. Ouais. Nous, ce qu'on pointe aussi, ce qu'on aimerait qu'il soit un peu plus dit, c'est qu'aujourd'hui, on le sait assez peu, mais un salarié du privé et un salarié du public, eh ben, le système n'est pas le même. C'est-à-dire qu'à cotisation égale, la retraite n'est pas égale. C'est-à-dire que les salariés du privé sont désavantageux en la matière. Vous avez raison là-dessus, il faut tout égaliser. Mais pour moi, sur la réforme des retraites, contrairement à ce qu'on dit, le système actuel pour le privé est très dur. Les 62 ans, la réforme actuelle qui a été faite est déjà très dure. Et donc, l'enjeu des retraites, ce n'est pas la dépense, c'est la recette. Et donc, pour moi, c'est tout mon programme de relocalisation industrielle, économique, de lutte contre la concurrence déloyale, et c'est là mon désaccord complet avec les Républicains et avec les socialistes, c'est que je considère que le pays n'est pas sauvable si on ne rétablit pas une concurrence loyale. Et quand on voit les travailleurs détachés qui rentrent en France sans payer les charges sociales, qui tuent nos artisans, quand on voit la concurrence déloyale des produits étrangers, il y a un moment, on ne peut pas continuer. Donc on est vidé de nos ressources. Et quand on voit qu'on finance les délocalisations en Pologne, il y a un moment, il faut dire stop. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on relocalise 1 million d'emplois. Et si on relocalise 1 million d'emplois, il n'y a plus de problème de retraite. Ça passe. Donc il faut arrêter d'affoler tout le monde. Et si on lutte contre les 100 milliards de gaspillage, nos retraites, elles sont payées jusqu'à la fin de nos jours. Et les retraites françaises, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas si élevées que ça. Il y a eu une époque où des cadres supérieurs avaient des bonnes retraites, c'est fini. La paupérisation des retraités est réelle. Et moi, je veux indexer les pensions de retraite sur l'inflation. C'est quand même la moindre des choses. Donc, je crois qu'il faut prendre garde sur les retraites. Le système est déjà très dur. On a un vrai problème de misère chez les retraités. Et arrive à la retraite des générations de chômage. Sur les régimes spéciaux spécifiques. Alors, on supprime, RATP, on égalise, ce qui est déjà en cours. Il faut aller au bout. Mais d'ailleurs, c'est une question de justice. Mais il faut augmenter parfois aussi les salaires des fonctionnaires ou prendre en compte leurs primes dans la retraite. Il faut être honnête. Il faut être honnête parce qu'attention, moi je ne veux pas être malhonnête. Je veux dire qu'on ne peut pas dire aux fonctionnaires vous êtes des profiteurs et qu'ils n'aient pas leurs primes dans les retraites. Et il n'y a pas beaucoup de gens du privé qui iraient bosser pour les salaires des fonctionnaires et les tâches des fonctionnaires, parfois. Attention, hein, attention. Hein. Attention à garder un équilibre. Moi, je n'opposerai jamais les uns les autres. On doit être ensemble.
Autre proposition de contribuable associé, alors vous pouvez répondre assez rapidement par oui ou par non et développer si vous le souhaitez. Donc êtes-vous favorable aux propositions suivantes? Réduire le train de vie des élus. Oui, mais je l'ai proposé 100 fois. D'abord, j'ai toujours proposé de supprimer les privilèges des anciens présidents et premiers ministres. Oui. Deuxième point, je pense qu'il y a un grand ménage à faire. Voilà. Réduire le nombre de parlementaires, 400 à l'Assemblée, 200 au Sénat. Oui, moi j'avais proposé, je ne sais plus combien, 450, 20%, oui, 450 et un peu. Alors, pourquoi j'ai un peu renoncé, j'en parle moins? Parce qu'après, on a un problème de représentation des territoires ruraux assez compliqué. Il faut veiller à ce qu'à ce moment-là, on arrive à représenter les territoires ruraux, mais c'est évident. Et supprimer le Conseil économique. Ah, c'était très bien, c'était le troisième point, donc on est d'accord. C'est pour ça que je n'ai pas été invité à leur débat, parce que je proposais de les supprimer. Depuis toujours, ça. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Et quatrième point, êtes-vous favorable à la diminution drastique des impôts de production? Quelle est votre vision? Alors moi, elle est un peu différente, oui, sur l'impôt de production, mais ma vision, c'est que je veux des baisses de charges pour les entreprises ciblées. Je ne veux plus ce qui a été fait depuis des années, c'est-à-dire des baisses des charges, quel que soit le comportement de l'entreprise. Parce que c'est sans fin. Je veux dire un exemple. Je trouve scandaleux qu'on ait dépensé 20 milliards, le truc de Hollande, ça s'appelait comment déjà? François Hollande. Il avait fait son truc qui a coûté une fortune, à 20 milliards. Du baisse de charge, ça s'appelait, je ne sais plus le tête. Oui. Bon, oui, auprès des entreprises, oui. Voilà, oui. Tout le monde se souviendra. Mais si cet argent, c'est pour qu'il y ait du rachat d'actions et investir en Slovaquie et en Chine, ça suffit. Donc moi, je veux une mesure simple, un crédit impôt production, division par 2, c'est énorme, hein, division par 2 de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Voilà. Trump l'a fait aux États-Unis, ça a marché du tonnerre. C'est-à-dire qu'une entreprise qui investit sur le sol français, une camionnette, une chaîne de production, quoi qu'elle investisse. Hollande, c'était le CICE. CICE, voilà, qui a coûté 20 milliards et qui a servi au rachat d'actions et au... Qui a bénéficié essentiellement aux très grandes entreprises et non pas aux PME. Exactement. Donc moi, c'est un crédit impôt production. Division par 2 de l'impôt sur les sociétés quand le bénéfice est réinvesti sur le sol français. Pas quand il est donné en dividende et pas quand il est investi à l'étranger. Je veux que les baisses de charges très fortes pour ceux qui investissent en France. Voilà. En revanche, je ne veux plus, moi, alimenter la pompe à nourrir les actionnaires américains et les rachats d'actions. Ça, c'est fini. Ça suffit. Parce que l'argent est rare, donc il faut le concentrer sur le produire français. Donc tout sur le produire en France. Voilà. Tout sur le produire en France. Et deuxième point, un fonds de 10 milliards de relocalisation, comme fait le Japon. C'est-à-dire pour que les entreprises qui vont relocaliser, on les aide à relocaliser en robotisant, en investissant avec des prêts à 50 ans, qui sont en fait de l'argent quasi gratuit, le Japon le fait, et qui permettraient de passer sous les écrans radars de l'OMC et qui permettent d'aider les entreprises à revenir. Et puis un point, je ne sais pas si vous l'abordez, qui est fondamental, c'est de supprimer la moitié des normes en 6 mois. C'est-à-dire de faire un travail comme Napoléon a fait avec le Code civil, mais il faut reprendre secteur par secteur, il faut enlever la moitié des normes, il faut simplifier. Ça coûte rien, mais ça demande du travail. C'était l'une des questions de nos membres, parce que voilà, nous sommes adressés à l'ensemble des membres de contribuables associés. Donc nous avons eu quelques retours de leur part, de nombreuses questions. Alors, on a fait une petite sélection. Donc, très bien. Effectivement, une des sélections, c'était quelle était votre attention en la matière? On compte plus de 400 000 textes réglementaires en France, ce qui est hallucinant. Donc merci d'y avoir répondu par avance. Mais attendez, c'est pas si facile, parce qu'on l'a tous dit. On l'a tous dit. Et il faut le faire. Et ça exige secteur par secteur, parce que, en fait, derrière les normes, il y a des lobbies, des groupes d'intérêt, des conflits d'intérêts. Et je vais vous donner une norme, par exemple, qui me scandalise toujours. Je ne sais pas si vous avez regardé les toits des immeubles en France. Et regardez un jour en sortant. Partout a été installé des barrières métalliques magnifiques en inox, sur tous les toits, à 3 branches. Tous les toits plats de France ont des barrières. Parce qu'un jour, il y a un pauvre gars qui est tombé de là-haut, c'est horrible. Il y a eu un lobby au niveau européen, au niveau français, qui a dit qu'il faut protéger. Alors tout le monde a dit qu'il faut protéger. Vous imaginez le coût au niveau général. Est-ce que c'était la priorité de mettre une barrière pour personne? Bon, voilà. C'est légitime de se poser. Et ça, c'est le rôle du politique. Mais toutes ces normes, elles servent des lobbies. Après, il y a eu la question des ascenseurs. On a refait tous les ascenseurs, toutes les copropriétés de France, parce qu'il y a une mémé qui est tombée et qui a buté sur 1 centimètre. Bon. Est-ce que c'était un drame si l'ascenseur ne s'arrêtait pas au bon endroit?
Bon, est-ce que c'était un drame? Est-ce que c'est la priorité du pays? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis, est-ce qu'il fallait l'imposer dans toutes les copropriétés au point que les gens se saignent pour refaire leurs ascenseurs et que les gens ne mangent pas dans certaines copropriétés pour refaire leurs ascenseurs? Donc, à force d'ajouter la perfection de toutes les normes, oui, bien sûr, je préfère que personne ne tombe en sortant de l'ascenseur. Bon. Mais à force d'avoir des perfections obsessionnelles faites par des lobbies, eh bien, l'argent, pas seulement public, l'argent, c'est gaspillé. Or, je préférerais qu'on mette l'argent pour bien s'alimenter, pour produire français, pour acheter des bons produits, pour qu'il y ait une économie durable. Voilà. Donc, en fait, il y a besoin d'un retour d'un État au sens de l'intérêt général. Ça ne veut pas dire un État ventripotent. Voilà. Première question donc d'un de nos membres. Ce membre vous demande, comptez-vous abroger l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière? Oui, je veux l'abroger, mais je vais être très franc avec vous, je veux qu'on recrée un impôt sur la très très grande fortune, au-dessus de 20, alors j'avais dit 10, entre 10, 20, 30 millions d'euros, mais attendez, vous allez voir pourquoi, qui serait à zéro. À zéro. Vous allez dire, il est bizarre ce type, il veut créer un impôt à zéro. Vous allez comprendre pourquoi. Qui serait à zéro quand les fonds de ces très grands, quand cette petite part qui serait prélevée serait investie en France. D'accord. Quelle est mon idée? C'est que je veux que les très grandes fortunes retrouvent le chemin de l'investissement français. Donc je leur dis, il y a un moment, on vous aime bien, vous avez toutes les optimisations fiscales du siècle, parce qu'avec tous les cabinets qu'ils ont, c'est côté de l'entrepreneur qui a une petite usine ou celui qui a un atelier, il ne paye quasiment pas d'impôts. Ce capitalisme transnational qui ne paye rien, qui vient profiter de notre système social, de nos meilleurs hôpitaux, des lieux de villégiature où ils mettent leur yacht en bas de chez eux, très bien, mais ils peuvent peut-être investir en France. Ceux qui investissent en France, ça leur coûtera zéro. Mais zéro. Ceux qui n'investissent pas rien du tout, c'est peut-être pas mal qu'on leur dise vous profitez, vous investissez. Donc c'est quelque chose de très ciblé, mais qui peut permettre d'orienter les flux. Moi, je suis obsédé par une chose, qui est la clé de tout. Il faut retrouver 1 million d'emplois en France. Ce million d'emplois, il faut que les gens aient intérêt financièrement à les mettre. Aujourd'hui, un chef d'entreprise a intérêt à délocaliser. Voilà. Donc, il faut qu'il paye moins en France. Il faut que s'il a une très grande fortune, s'il ne réinvestit pas une petite somme chaque année, il sera taxé. Il faut que, vous voyez, tout doit être fait pour que celui qui met son argent en France paye moins. Voilà. Allez-vous mettre... Donc l'IFI, voilà. Allez-vous mettre fin aux raquettes des automobilistes? Oui. Alors c'est mon grand dada. Suppression des péages. En 2 temps, nationalisation des autoroutes en 2022 et 5 ans après, suppression de tout péage. Mais on démonte les barrières. On enlève ça. Et on paye l'entretien des routes par une taxe sur les poids lourds étrangers, comme le fait la Suisse. Voilà. Sur les carburants, une mesure particulière? Sur les carburants, baisse, suppression de la taxe sur la taxe, de la TVA sur la taxe, 15 centimes. Et là, pendant la crise, suspension de la TVA complète et plafonnement. Mais ça se paye, donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je pense que déjà la suppression de la TVA sur la taxe, qui est une anomalie, qui représente quand même 15 centimes, mais il faut quand même savoir qu'Emmanuel Macron a augmenté de 19 centimes la TICPE sur le gazole. Tout le monde a oublié. Justement, c'est lié à la prochaine question que pose un de nos membres, parce qu'une chose assez oubliée dans la crise qui était celle des Gilets jaunes, c'est que l'augmentation de TICPE, au départ, finançait quoi? Les énergies renouvelables. Ah là, mon Dieu. On y vient. Donc, question d'un membre, entendez-vous supprimer tout concours public au secteur éolien sur terre comme sur mer? Tout. C'est marqué, c'est mon chapitre 6 de mémoire. Je vous le montre. Voilà. Chapitre 6, énergie pseudo-renouvelable, autoroute. 17 milliards d'euros par an avec les médicaments, la dette, etc. Page 87. Donc, et je redistribue ces 3 milliards pour les éoliennes vers l'isolation thermique des maisons, pour que les gens économisent de l'argent. Voilà. C'est indispensable. Que comptez-vous faire pour simplifier le millefeuille territorial qui est la cause d'importantes dépenses inutiles? Vous en avez parlé tout à l'heure. Suppression de la région et de l'intercommunalité excessive.
Souhaitez-vous supprimer la redevance audiovisuelle et plus généralement, prévoyez-vous, comme certains, la privatisation de l'audiovisuel public? Alors, je propose une chose originale. Je maintiens la redevance, mais chacun la distribuera en fonction de ses préférences. Par un système c'est-à-dire que vous aurez votre redevance et vous pourrez décider de l'attribuer à contribuables associés si vous avez un journal. Alors pour une partie, il y aura un système, il faut qu'on trouve, après ça à travailler. Mais je trouve que je supprimerai toutes les aides à la presse. Tout. Supprime tout. L'État n'a pas à donner. On supprime tout. Et on verra combien d'argent il restera pour l'audiovisuel public. Ce sont les Français qui détermineront. Voilà. Très bien. Donc je rends la redevance aux Français, mais j'estime, je vais être franc avec vous, que s'il n'y a pas une redevance ou une petite contribution des Français à la liberté de l'information, on n'aura plus d'information libre, puisque le coût de l'information fait qu'on va arriver dans une société orwellienne, qu'on vit. Et donc je pense que donner, c'est combien la redevance? 139 de mémoire 135 euros. En métropole, on nous dit souvent c'est plus cher, elle est plus coûteuse dans les dom-toms par exemple. 135 euros pour la liberté d'informer, oui, mais à condition que ça n'aille pas à un secteur pléthorique. Donc voilà, et on ajustera. Voilà. Donc si par exemple, il y a des gens qui veulent donner une partie de la redevance à valeurs actuelles, à contribuables associés, à CNews, ils donneront une partie, et on verra où ça va. Mais en revanche, il n'y a plus d'aide à la presse. Voilà. Libération se démerdera avec ses lecteurs parce qu'ils sont si puissants. Non, mais parce qu'il y en a assez. Voilà. Trop, c'est trop. Lisez et interdiction, là, il faut être très vigilant sur ce qui se passe. Vous savez que Google et d'autres Américains financent des pages de journaux par l'intermédiaire de fonds. Et après, qui font des fact-checking, qui sont orientés. Donc il y a un vrai problème de liberté d'expression dans notre pays. J'insiste. Dernière question, Nicolas Dupont-Aignan. Une figure emblématique a rallié votre candidature il y a quelques jours. Vous parliez tout à l'heure des éoliennes. C'est une personne qui est elle aussi vent debout contre ces moulins à vent. Il s'agit de Brigitte Bardot, bien connue pour autre chose. Bon, elle n'est pas à présenter. Comment avez-vous reçu ce soutien de la part de Brigitte Bardot? Avec beaucoup de joie. C'est gentil. Vous y attendiez? Non, pas du tout, mais je la connais depuis longtemps. Pas intimement, mais bon, voilà, on échange. On ne s'est jamais vu, mais on échange souvent. Elle m'appelle, depuis une bonne quinzaine d'années, parce qu'elle a été frappée par ce que j'ai fait dans ma ville pour les animaux. J'indique d'ailleurs que j'ai quand même divisé par 2 la dette de ma ville, hier dans l'Essonne. Il n'y a pas beaucoup de maires en France qui ont divisé par 2 la dette. En 20 ans. J'ai pris une ville avec 45 millions d'euros de dette, on est exactement à la moitié. Non. Donc, et vous voyez, j'ai divisé par 2 la dette, j'ai réduit le nombre d'agents, et on est plus efficace, ça marche très bien, et on a beaucoup investi. Voilà. Donc on peut le faire. Donc bref, et donc elle a vu tout ce que j'ai fait dans ma ville, et donc voilà, on a noué une relation épistolaire et téléphonique, et puis elle m'a même pas prévenu, enfin elle m'a appelé après, j'étais très content. Et puis j'ai eu surtout le ralliement aussi de Florian Philippot, ce qui est important pour les libertés, et puis de beaucoup d'autres gens. Mais la presse en parle peu. Vous aurez eu l'occasion d'en parler aujourd'hui auprès des membres de Contribuables Associés. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Je vous en remercie. Merci Bonne pour votre campagne combat. Merci à vous. Qui est vital parce qu'un pays qui dépense plus de 60%, on est à combien là? Oui, 60% à peu près. 60% de sa richesse en dépenses publiques, enfin, c'est une oligarchie, quoi. C'est fini, quoi. Il n'y a plus rien. Et ça explique tout. Donc c'est vital. Mais je voudrais qu'on le fasse intelligemment en essayant de dire aux gens, tout ce qu'on économise, je vous le rends. Pas demain, tout de suite. Et je suis sûr que les réflexes vont changer. Merci Nicolas. Merci à vous.